Comportement et stress vers une vision intégrée de l'organisme. Toujours dans la thématique corps humain et santé, nous allons travailler aujourd'hui sur le cours concernant le stress chronique. Donc on passe d'un stress aigu à un stress chronique. Et si le stress devenait chronique, peut-on basculer vers le TSPT, c'est-à-dire vers le trouble de stress post-traumatique? Et qu'en est-il sur un cas particulier que l'on appelle le viol, par exemple? Lorsqu'un agent stresseur est trop perturbant, il est possible que le retour à la résilience soit difficile, voire impossible. En effet, certains agents stressants sont violents, aussi bien physiquement que moralement. D'autres s'éternisent dans le temps, si bien que l'organisme dépassé ne peut plus faire face. Le système de contrôle se dérègle, si bien que le mécanisme du stress aigu, ou les mécanismes du stress aigu plutôt, ne suffisent plus pour retrouver un état normal, alors le stress chronique s'installe. Comment reconnaître un stress chronique et quelles en sont les conséquences? Les effets du stress chronique se focalisent surtout dans le cerveau, plus spécialement au niveau du système limbique et du cortex préfrontal médian, ce que montrent clairement les données cliniques mises en évidence grâce à l'imagerie par résonance magnétique anatomique couplée à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. L'altération se met en place dans deux zones limbiques que l'on appelle amygdale ou amygdale et hippocampe. L'amygdale est impliquée dans la mémoire émotionnelle, tandis que l'hippocampe est nécessaire à la mémoire épisodique. Alors, on peut parler de mémoire contextuelle, c'est-à-dire de la mémoire qui se rapporte aux événements que nous avons vécus. Chose étrange, une plasticité mal adaptative se met en place lors d'un stress qui devient chronique. Nous insisterons au passage sur 3 points importants. Afin de mieux comprendre la nature et les conséquences du stress chronique, et ce sera le premier point, nous essaierons de préciser les conséquences d'un excès de cortisol sur les structures cérébrales impliquées dans le stress chronique. Deuxième point, nous expliquerons également comment un stress chronique peut augmenter les risques d'accidents cardiovasculaires. Et troisième point, nous préciserons pourquoi les victimes d'un TSPT ou trouble de stress post-traumatique revivent leurs peurs et leurs angoisses de manière intense et récurrente, c'est-à-dire qui reviennent régulièrement. Un autre cours insistera sur la thérapie en lien avec le stress chronique, mais ça ne concerne pas ce cours. Alors, je vous suggère 2 vidéos intéressantes concernant les traumatismes et la thérapie, traumatismes et leurs conséquences sur le cerveau, sur le site. Alors, c'est compliqué à appeler, c'est www.youtube.com /channel/ en majuscule UCVH petit t grand S 2 petit y grand M 9 petit b 5 q alors petit q 85 grand T petit a grand q grand y petit u petit w. Alors si vous ne trouvez pas, vous me le dites, je vous enverrai le lien. Premièrement, lors d'un stress chronique, la sécrétion journalière de cortisol est perturbée. Essayons tout d'abord de comprendre la différence entre stress aigu et stress chronique. Nous avons vu dans un autre cours que lors d'un stress aigu, il y a une phase rapide d'alarme
au cours de laquelle l'adrénaline est sécrétée, suivie d'une phase plus tardive de quelques minutes au cours de laquelle du cortisol à son tour est sécrété. Puis, ce stress aigu se termine lorsque l'agent stresseur n'existe plus. On parle de résilience lorsque le taux de cortisol est revenu à la normale et donc que les effets de ces hormones ne se font plus sentir. Dans le cas d'un stress chronique, les choses sont différentes. L'agent stresseur persiste, et donc aussi le taux élevé de cortisol et en conséquence ses effets dans l'organisme. Donc, la sécrétion journalière de cortisol est perturbée. Ce constat peut se faire chez des personnes soumises durablement à un agent stresseur, par exemple le travail de la nuit, le chômage. On constate bien une élévation du taux de cortisol sanguin et non la résilience. Essayons de comprendre l'expérience suivante afin de mieux cerner la notion de stress chronique dans une situation concrète. Un cheveu, au cours de sa croissance, enregistre le taux de cortisol. Cette méthode originale permet de suivre en continu le taux sanguin de cortisol. Des mesures ont été faites chez 33 travailleurs de nuit et chez 89 travailleurs de jour. Le taux de cortisol était de 47 picogrammes par millilitre pour les premiers, contre 29 picogrammes par millilitre chez les seconds. Ces résultats montrent que le taux de cortisol est nettement plus élevé chez les travailleurs de nuit. Ils sont en situation de stress permanent, c'est-à-dire de stress chronique. De même, des comparaisons de mesures ont été faites entre 61 chômeurs de longue durée et 44 travailleurs. Les résultats ont montré un taux de cortisol nettement plus élevé chez les chômeurs. Ils sont aussi en situation de stress chronique. Cette élévation permanente du taux de cortisol est caractéristique d'un stress chronique. Il persiste dans le temps et peut conduire à diverses pathologies. Deuxièmement, une plasticité mal adaptative du cerveau. Au cours d'un stress chronique, nous verrons que des modifications peuvent être repérées au niveau du système limbique. Certaines de ces modifications peuvent être déduites de données en relation avec les symptômes de patients atteints du syndrome de Cushing, dont l'origine peut être soit une hyperplasie bilatérale des glandes surrénales, soit une tumeur de l'hypophyse. Dans les deux cas, il y a une sécrétion excessive de cortisol par les glandes surrénales. Le syndrome de Cushing est une maladie qui se caractérise par une hypersécrétion de cortisol par les glandes surrénales. Cette sécrétion accrue provient le plus souvent soit d'une tumeur des sérénales, soit d'une tumeur de l'hypophyse antérieure. Si la tumeur est localisée dans les surrénales, nous comprenons que le cortisol puisse être sécrété en excès, mais si la tumeur est dans l'hypophyse, comment expliquer l'excès de sécrétion de cortisol? Nous nous souvenons qu'il y a une régulation qui provient de l'hypothalamus, producteur de CRH, et de l'hypophyse, producteur d'ACTH. Cet ACTH stimulant les corticosurrénales qui sécrètent alors du cortisol. Celui-ci contrôlant sa propre sécrétion par rétrocontrôle négatif. Mais lorsque la tumeur est hypophysaire,
Cette hypophyse produit ACTH en continu. Ce qui stimule davantage les corticosurrénales productrices de cortisol. Donc, comme ACTH contrôle sans cesse la sécrétion de cortisol, celui-ci est produit en continu. De ce fait, l'action du cortisol est permanente puisque le rétrocontrôle est impossible. Ce non-fonctionnement induit un stress chronique et des désordres métaboliques importants. Autrement dit, chez ces patients, il n'y a plus de mécanisme de régulation par rétrocontrôle négatif. Donc, le cortisol ne règle plus sa propre sécrétion. Par conséquent, la sécrétion de cortisol reste élevée, comme lors d'un stress chronique. Mais à la différence qu'il n'y aura jamais de résilience. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera jamais l'état normal. Sans traitement, bien entendu. Donc, il faut bien faire la différence entre trois situations différentes. Première situation, le stress aigu. Deuxième situation, le stress chronique. Et troisième situation, le syndrome de Cushing. On pourrait même ajouter une quatrième situation correspondant au stress, ou plutôt au trouble de stress post-traumatique, dans le cas où le stress est particulièrement violent. Bon, pour l'instant, parlons de ces trois-là. Donc, premièrement, le stress aigu, c'est l'agent stressant. Donc, on a un agent stressant. Puis, l'adrénaline suivie du cortisol sont sécrétés. Puis, il y a une résilience grâce au rétrocontrôle négatif du cortisol vis-à-vis de lui-même, évidemment. Deuxièmement, troisième situation, le stress chronique, il y a un agent stressant, puis l'adrénaline suivie du cortisol à un taux élevé de cortisol, car l'agent stressant persiste. Donc, il n'y a pas de rétrocontrôle négatif efficace, et donc pas de résilience efficace. Et troisième situation, on est dans le cas du syndrome de Cushing. Il n'y a pas d'agent stressant, mais le taux de cortisol est élevé du fait de l'absence de rétrocontrôle négatif par dérèglement des mécanismes physiologiques. Donc, lorsque le cortisol augmente, le stress chronique est à rapprocher du syndrome de Cushing. De plus, première chose étrange, des études chez des personnes atteintes du syndrome de Cushing ont montré que l'hypersécrétion de cortisol avait un impact sur le volume de l'hippocampe et sur ses cellules. Un graphique volume de l'hippocampe en fonction de la concentration plasmatique de cortisol montre que plus la concentration de cortisol augmente, plus le volume de l'hippocampe diminue. On peut se demander pourquoi. L'observation de neurones de l'hippocampe montre dans ce cas un nombre de neurones moins important. En fait, trop de cortisol inhibe la formation de nouveaux neurones dans cet hippocampe, son volume par conséquent diminue. Donc il y a bien un lien entre l'augmentation du cortisol et l'inhibition de la formation de nouveaux neurones et en conséquence une diminution du volume de l'hippocampe. Or, l'hippocampe est impliqué dans la mémorisation. Lorsque son volume diminue, on constate en conséquence une défaillance de la mémoire et notamment de la mémoire contextuelle. Alors on peut parler également de mémoire épisodique. D'autres zones cérébrales sont également affectées. Ces données sont extrapolables à la situation de stress chronique. Trop de cortisol implique une perte de mémoire, notamment contextuelle, du fait d'une diminution du volume de l'hippocampe. Alors on verra que l'amygdale, elle, gère
les émotions, donc la mémoire émotionnelle. Donc on peut l'opposer à l'hippocampe qui, lui, gère la mémoire contextuelle. Donc le contexte, le lieu, le contexte, les bruits, les odeurs, etc. Seconde chose étrange, chez ces patients, on constate un développement des extrémités dendritiques des neurones de l'amygdale par rapport à un individu sain. L'amygdale serait donc suractivée. Or, il est impliqué dans le traitement des émotions, qui serait donc amplifié. Nous en reparlerons dans le cas d'un TSP, donc du trouble de stress post-traumatique. Troisièmement, lors d'un stress chronique, certaines pathologies sont engendrées. Dans le cas du stress aigu, des perturbations complexes permettent l'adaptabilité de l'organisme, mais lorsque ce stress aigu est débordé, il devient chronique. Des modifications cérébrales vont alors engendrer des dérèglements de nature diverse, et nous en avons déjà un peu parlé précédemment. Quels sont ces dérèglements? Troubles du sommeil, comportement addictif, dépression, obésité abdominale, hypertension artérielle, résistance à l'insuline, pouvant donner un diabète, risque d'accident cardiovasculaire, déficience du système immunitaire, donc vulnérabilité face aux infections. Bien entendu, ces dérèglements peuvent avoir des répercussions vers d'autres troubles. Nous comprenons que nous ne sommes plus dans le cas d'un stress aigu, mais bien dans celui d'un stress chronique, dont il faut chercher la cause, autrement dit, comprendre pourquoi le stress aigu s'est trouvé à ce point débordé sans que la résilience soit possible. Prenons un exemple de mécanisme d'action du stress chronique sur le risque cardiovasculaire. L'amygdale, soumise au stress, augmente le nombre d'extrémités dendritiques de ces neurones. Elle augmente donc de volume. Et comme elle est impliquée dans le traitement des émotions, celles-ci sont amplifiées. En d'autres termes, le patient est plus émotif. De plus, lorsque l'on est stressé, l'amygdale qui se trouve dans le cerveau étant stimulée entraîne l'augmentation de la production de globules blancs dans la moelle osseuse. Alors attention à ne pas confondre moelle osseuse et moelle épinière. J'ai vu plusieurs de ces petites bêtises sur quelques sites internet. Ces globules blancs sont envoyés dans les artères où ils s'agglutinent et forment des plaques à l'origine de l'athérosclérose, resserrant ainsi le passage du sang et entraînant une inflammation, voire la formation de caillots qui peuvent se détacher et provoquer un AVC ou un infarctus. Les risques cardiovasculaires, notamment les risques d'accidents cardiovasculaires, augmentent. Les effets du stress intense sur le cœur sont réels à plus ou moins long terme. D'autre part, le stress chronique intense a un effet très important sur le système nerveux autonome sympathique, lequel provoque directement une stimulation intense du cœur et indirectement la sécrétion de l'adrénaline, dont les effets sont aussi ceux d'augmenter la fréquence cardiaque, avec quelquefois des arythmies cardiaques et des contractions des artères coronaires, c'est-à-dire des vaisseaux qui irriguent le muscle cardiaque lui-même, c'est-à-dire le myocarde. Pour appuyer ces explications, vous pourrez facilement trouver sur Internet un document concernant l'exemple d'agents stresseurs
tels que les séismes. Par exemple, on constate que de 2005 à 2010, le nombre d'arrêts cardiaques dans certaines préfectures du Japon se maintient entre 75 à 100 par semaine entre le 11 février et le 29 avril de chacune des 6 années. Mais, en 2011, suite au tremblement de terre, ce nombre a doublé au cours des semaines qui ont suivi, illustrant ainsi les répercussions négatives du stress intense sur le cœur, la plupart des arrêts cardiaques étant suivis d'un décès. Donc on a bien la relation entre un agent stresseur et puis les risques cardiovasculaires. Quatrièmement, le TSPT, ou trouble, T pour trouble de stress post-traumatique. Conséquence d'un agent stresseur traumatisant, donc je répète, trouble de stress post-traumatique. Certains agents stresseurs, particulièrement traumatisants, peuvent engendrer à plus ou moins long terme un trouble de stress post-traumatique. Grand A. Citons d'abord quelques constats en relation avec le TSPT. Premièrement, prenons 3 exemples de troubles. Les souvenirs ressurgissent par des cauchemars. Les souvenirs ressurgissent par des crises d'angoisse intenses. La peur ressentie lors de l'événement est revécue. À noter qu'un TSPT s'est installé si les troubles se poursuivent pendant plusieurs mois. Deuxièmement, paradoxalement, et nous expliquerons pourquoi plus loin, l'information émotionnelle est disproportionnée par rapport à l'information contextuelle. Autrement dit, la mémoire émotionnelle est disproportionnée par rapport à la mémoire contextuelle. À propos du souvenir émotionnel, suite à une exposition à un événement traumatique grave, un souvenir émotionnel intense se crée dans la mémoire. Il ressurgit sans cesse avec la même force à chaque évocation de l'épisode vécu ou à chaque perception sensorielle déclenchante. À propos de souvenirs épisodiques ou contextuels, nous pouvons dire aussi souvenir contextuel, le contexte de ce que nous avons vécu. Lorsqu'un souvenir se grave dans notre mémoire, 2 parties du cerveau entrent en jeu simultanément, l'amygdale et l'hippocampe. Ils représentent le centre de contrôle des souvenirs. Centre de la mémoire épisodique, contextuelle, l'hippocampe retient les faits, tandis que l'amygdale retient les émotions rattachées aux événements. Si un événement émotionnel vaut la peine d'être retenu, l'amygdale et l'hippocampe sauvegardent le souvenir dans la mémoire à long terme. Plus l'émotion est forte, plus le souvenir sera marquant. Si vous vous remémorez un souvenir important, vous revivez une partie de l'émotion qui y était rattachée, mais de façon moins intense. Chez les victimes du trouble de stress post-traumatique, le souvenir ne s'adoucit pas avec le temps, nous en reparlerons. Il est revécu indéfiniment par le sujet, avec une intensité comparable au moment de la survenance de l'événement. Troisièmement, on constate que les victimes présentent une hypermnésie pour certains détails et une amnésie du contexte de l'environnement, sauf certains détails particuliers. Tous ces troubles et manifestations sont dus à un dérèglement du système limbique, donc il fait intervenir notamment l'amygdale et l'hippocampe. Grand B. Essayons de comprendre en quoi les structures cérébrales sont impliquées dans ces troubles. Les perturbations engendrées
peuvent être repérés au niveau de 3 zones cérébrales. Le CPM, ou cortex préfrontal médian, l'amygdale, qui gère les émotions, notamment la mémoire émotionnelle, et l'hippocampe, qui gère la mémoire, notamment la mémoire contextuelle. Nous verrons d'abord le cas normal, donc en dehors du TSPT, puis dans le cas d'un TSPT. Premièrement, fonctionnement normal des 3 structures, donc cortex préfrontal médian, amygdale et hippocampe. Commençons par le rôle normal du CPM, cortex préfrontal médian, tout en faisant quelques incursions vers le TSPT, trouble de stress post-traumatique. Des connexions importantes à l'amygdale proviennent aussi du cortex préfrontal médian. Elles seraient impliquées dans le processus d'extinction de la peur conditionnée. Le cortex préfrontal serait également impliqué dans la dernière phase de la confrontation à un danger, celle où après la réaction émotive automatique initiale, nous devons réagir et choisir l'action la plus efficace pour se soustraire au danger. D'ailleurs, chez les personnes au cortex frontal endommagé, donc on parle de syndrome frontal, la planification de la moindre tâche est très difficile, voire impossible. La planification volontaire d'une réponse émotionnelle adaptée à la situation que permet nos structures cérébrales mentales supérieures est donc un merveilleux complément à notre système de réponse rapide et automatique. Les connexions du cortex préfrontal à l'amygdale permettent aussi d'exercer un certain contrôle conscient de notre anxiété. Toutefois, cette faculté peut en même temps créer de l'anxiété en imaginant l'échec d'un scénario donné ou même la présence de dangers inexistants. Prenons un exemple. Vous marchez sur la rue et une personne mal intentionnée se rue sur vous et vous agresse. Quelques jours plus tard, une personne se met à courir dans votre direction sur le trottoir et votre cœur s'emballe soudainement. Vous vous calmez alors que la personne passe à côté de vous sans vous toucher en essayant de rattraper son autobus. Encore quelques semaines plus tard, vous repassez sur le lieu de la vraie agression et vous vous sentez mal. Cette fois-ci, personne ne court vers vous. Le stimulus conditionné n'est pas présent, mais la situation révèle un phénomène courant, celui où certains éléments du contexte ont été aussi conditionnés par l'événement traumatique. Ce phénomène implique la participation de l'hippocampe dans ce que l'on appelle la mémoire contextuelle. Nous en reparlerons. Retenons que le CPM régule l'activité de l'amygdale en l'inhibant plus ou moins. De ce fait, l'activation normale du CPM assure une régulation normale de l'amygdale et donc une régulation émotionnelle normale, bien contrôlée par ce cortex préfrontal médian. En effet, un équilibre existe entre la sous-activation du CPM, sa suractivation et son activation normale, régulation en faveur bien sûr de l'activation normale du CPM et donc d'une régulation émotionnelle normale grâce au contrôle de l'amygdale en charge de la mémoire émotionnelle. Poursuivons par le rôle normal de l'amygdale.
L'amygdale est une structure cérébrale essentielle au décodage des émotions et en particulier des stimulus menaçants pour l'organisme. En effet, l'évolution a regroupé plusieurs circuits du système d'alarme de notre organisme dans l'amygdale. Je répète. En effet, l'évolution a regroupé plusieurs circuits du système d'alarme de notre organisme dans l'amygdale. Par conséquent, plusieurs stimulus sensoriels convergent vers l'amygdale pour informer des dangers potentiels de son environnement. Cette information sensorielle lui parvient soit directement du thalamus sensoriel, ou soit des différents cortex sensoriels, différentes zones sensorielles. L'amygdale reçoit aussi de nombreuses connexions de l'hippocampe, nous en reparlerons plus loin. Retenons que l'amygdale gère la mémoire émotionnelle afin qu'elle soit normale. En effet, un équilibre existe entre la sous-activation de l'amygdale, sa suractivation et son activation normale, régulation en faveur de l'activation normale de l'amygdale et donc d'une mémoire émotionnelle normale. Alors que dans le cas du CPM, on parlait de régulation émotionnelle et non de mémoire émotionnelle, terminons par le rôle normal de l'hippocampe. Nous avons dit que l'amygdale reçoit de nombreuses connexions de l'hippocampe. En effet, celui-ci est impliqué dans le stockage et la remémoration de souvenirs explicites, et ces connexions à l'amygdale peuvent être à l'origine d'une émotion déclenchée par un souvenir particulier. L'hippocampe est spécialisé dans le traitement non pas d'un seul stimulus, mais d'une L'hippocampe est spécialisé dans le traitement non pas d'un seul stimulus. Alors en fait, je me trompe parce que c'est pas évident de se concentrer. Donc ce sont des cours que j'ai préparés, que j'ai longuement préparés. Et donc pour ne pas trop m'échapper de la réalité, donc je lis le texte que j'ai préparé. Donc l'hippocampe est spécialisé dans le traitement non pas d'un seul stimulus, mais d'une collection de stimulus, ou si l'on veut, du contexte d'une situation. Or, c'est à cause de l'hippocampe et de ses liens étroits avec l'amygdale que tout le contexte associé à un événement traumatisant peut devenir une source d'anxiété. En effet, plusieurs régions du cerveau envoient leurs axones dans l'amygdale. L'hypothalamus, le septum, la formation réticulée du tronc cérébral, le cortex préfrontal, le cortex sensoriel, le thalamus sensoriel et bien sûr l'hippocampe. Toutes ces régions communiquent avec l'amygdale qui traite ces informations pour en donner une réponse émotionnelle. On sait que le cerveau comprend plusieurs types de mémoire. L'hippocampe et le cortex rendent possible une mémoire consciente explicite. De son côté, l'amygdale permet l'une des formes de nos mémoires implicites, la mémoire émotionnelle reliée à la peur. Différents aspects reliés à une situation particulièrement émotive, comme un accident, seront donc pris en charge à la fois par l'hippocampe et par l'amygdale, les deux systèmes fonctionnant en parallèle. Grâce à l'hippocampe, vous vous souviendrez avec qui vous étiez, ce que vous avez fait et le fait que c'était une situation particulièrement pénible. Toutefois, c'est par l'entremise de l'amygdale que le rappel de l'événement vous rendra les mains moites, augmentera votre fréquence cardiaque et feront se tendre vos muscles. Retenons que l'hippocampe gère la mémoire contextuelle afin qu'elle soit normale. En effet, un équilibre existe entre la sous-activation de l'hippocampe, sa suractivation et son activation normale, régulation en faveur de l'activation normale de l'hippocampe
et donc d'une mémoire contextuelle normale. Alors que dans le cas de l'amygdale, on parlait de mémoire émotionnelle et non de mémoire contextuelle. Précisons que nos systèmes de mémoire explicite, donc par l'hippocampe, et implicite, donc par l'amygdale, fonctionnant en parallèle, expliquent pourquoi nous ne nous souvenons pas des traumatismes qui se sont produits au début de la vie. En effet, l'hippocampe est encore immature, lorsque l'amygdale est déjà capable de stocker des souvenirs inconscients. Un traumatisme précoce pourra perturber les fonctions mentales et comportementales d'un adulte par des mécanismes inaccessibles à la conscience. Lors d'un traumatisme, les systèmes de mémoire implicite de l'amygdale et explicite de l'hippocampe emmagasinent différents aspects de l'événement. Plus tard, l'hippocampe vous permettra de vous souvenir de l'endroit où c'est arrivé, avec qui vous étiez, l'heure qu'il était, etc. À travers l'activation de l'amygdale, vos muscles se raidiront, votre pression artérielle augmentera, votre estomac va se nouer, etc. Ces deux systèmes, hippocampe et amygdale, sont mis en avant par les mêmes indices de rappel. Pour cela, on ne se rend pas compte de leur spécialité. Mais certaines expériences ou cas pathologiques peuvent mettre en évidence leur indépendance. Par exemple, c'est le cas d'une femme dont l'hippocampe ne fonctionnait pas. De ce fait, elle ne pouvait pas reconnaître son médecin qu'elle voyait, pourtant quotidiennement. Il se serrait donc la main et se présentait chaque jour. Une fois, cependant, la dame retira vivement la main. Le médecin avait mis une punaise dans la sienne. Pourquoi ? Il avait eu une intuition qui se confirma le lendemain. La femme vint pour lui serrer la main, mais au dernier moment la retira. Questionnée par le médecin sur son geste, elle ne put donner d'autre explication que la peur qui l'avait soudainement envahie. Autrement dit, la mémoire contextuelle n'existait pas, puisque l'hippocampe n'était pas fonctionnel, et la femme redécouvrait chaque jour le contexte. Mais la punaise avait déclenché la peur due au rôle de l'amygdale et donc une mémoire émotionnelle. Ainsi, les rôles respectifs de l'hippocampe et de l'amygdale étaient bien mis en évidence. Deuxièmement, cas d'un TSP, trouble de stress post-traumatique. Fonctionnement des trois structures dans le cas d'un TSPT, donc trouble de stress post-traumatique, les trois structures CPM, amygdale et hippocampe. En résumé, essayons donc de comprendre plus simplement en quoi consiste le dérèglement du système limbique lors d'un TSPT. Commençons par le rôle du CPM, cortex préfrontal médian. Dans le cas d'un TSPT, le CPM présente une baisse d'activation de la régulation émotionnelle, donc il n'inhibe plus suffisamment l'amygdale et donc ne le contrôle plus. De ce fait, dans le cas de ce TSPT, la régulation émotionnelle est en sous-activation. Poursuivons par le rôle de l'amygdale. Vu que le CPM, qui est censé contrôler l'amygdale, présente une baisse de la régulation émotionnelle, ce CPM inhibe moins l'amygdale, donc celle-ci se trouve suractivée. Par conséquent, dans le cas d'un TSPT, la mémoire émotionnelle est suractivée. Terminons par le rôle de l'hippocampe. L'hippocampe présente une activation normale. De ce fait, la mémoire contextuelle varie peu, c'est-à-dire que la mémoire du contexte varie peu.
ou encore la mémoire qui fait référence à un meilleur rappel d'épisodes ou d'informations spécifiques lorsque le contexte présent lors de l'encodage, c'est-à-dire lors de l'apprentissage, et de la récupération est similaire, c'est-à-dire que l'on a alors le même contexte. Se souvenir que le contexte est toujours enregistré avec ce que l'on apprend et avec ce que l'on subit dans le... Se souvenir que le contexte est toujours enregistré avec ce que l'on apprend ou avec ce que l'on subit dans le cas d'un TSPT. Pour mieux comprendre ce système de mémorisation, il faut savoir que le processus de mémorisation suit un cheminement en 3 étapes. L'encodage ou apprentissage, le stockage et le rappel ou récupération. L'encodage, alors première étape de la mémorisation, l'encodage, on dit aussi apprentissage. L'encodage consiste à enregistrer de nouvelles informations en provenance de nos sens. L'encodage est la capacité d'acquérir de nouvelles informations en provenance de nos sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. On peut dire aussi que l'apprentissage correspond à l'encodage. Première étape du processus de mémorisation. Notons que l'apprentissage est un processus permettant de conserver des informations acquises, des états affectifs et des impressions capables d'influencer le comportement. L'apprentissage est la principale activité du cerveau, c'est-à-dire modifier constamment sa structure pour mieux refléter les expériences rencontrées. En effet, quand on perçoit quelque chose, notre cerveau relie la forme, la couleur, l'odeur, le son, etc. Et tout ça donc vis-à-vis d'un objet. Et c'est la relation entre ces assemblées de neurones répartis à différents endroits dans le cerveau qui constitue notre perception de cette chose. Et son souvenir n'est pas différent. Nous devons reconstruire à chaque fois ces relations pour se rappeler cette chose. Aussi, dans nos systèmes mnésiques, les informations isolées se mémorisent aussi bien que les informations associées à des connaissances existantes. Plus il y a d'associations entre nouveautés et ce qui est déjà connu, meilleur est l'apprentissage. En résumé, l'encodage consiste à enregistrer de nouvelles informations en provenance de nos sens. C'est une phase d'apprentissage qui dépend du bon fonctionnement de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail. En fait, l'encodage correspond au moment où le cerveau perçoit et porte son attention sur l'information. En effet, les événements émotionnels ont tendance à mieux accaparer notre attention. Logiquement, ils sont donc particulièrement encodés. Deuxième étape de la mémorisation après l'encodage ou apprentissage, c'est le stockage. Alors on dit stockage ou consolidation. Une fois l'information encodée, le stockage permet de la ranger et de la consolider plus durablement. Ainsi, l'information sera gardée et réactivée au besoin et en fonction des situations. Cette étape permet de stabiliser les souvenirs. En effet, lors d'un événement émotionnel, l'amygdale augmente l'activité de l'hippocampe, favorisant une bonne consolidation de la mémoire. Troisième étape de la mémorisation, c'est le rappel ou récupération. Le rappel ou récupération correspond à la recherche du souvenir afin de le restituer. Il arrive parfois que la récupération soit bloquée. C'est ce que nous appelons plus communément un trou de mémoire.
Pour parvenir à restituer ce souvenir, nous pouvons nous aider des indices, des repères pris à l'encodage et se rappeler le contexte d'apprentissage de l'information. La récupération correspond au rappel du souvenir. Or, plus un souvenir est émotionnellement fort, plus il est vivace. Les éléments contextuels, où, quand, comment, sont codés séparément des éléments émotionnels. En effet, les éléments contextuels dépendant surtout d'un codage lié à l'hippocampe, alors que les éléments émotionnels dépendent surtout d'un codage lié à l'amygdale. Comme l'amygdale contribue fortement à la récupération des souvenirs émotionnels, cela expliquerait pourquoi on se souvient tant des informations émotionnellement saillantes, mais moins des informations de contexte plus neutres. Pour mieux comprendre ce processus de mémorisation, nous pouvons prendre les images suivantes. Étape 1, l'encodage. On peut imaginer une frappe d'informations sur un clavier. Étape 2, la consolidation ou stockage. On peut imaginer que des informations sont encodées dans un disque dur. Et étape 3, la récupération ou rappel des informations encodées et stockées, donc consolidées. On peut imaginer la projection sur un écran. Précisons que le traitement des informations fait intervenir 3 types de mémoire. La mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Prenons un exemple. Imaginons un stimulus. Les entrées sensorielles permettent au cerveau de capturer l'information générale d'une foule de gens. Cette perception par les organes sensoriels est stockée dans la mémoire sensorielle, qui dure moins de 1 seconde. Si on porte notre attention sur une personne dans cette foule, ou s'il y a des informations importantes, ces informations déduites de notre attention sont mémorisées dans la mémoire donc à court terme. Et dans la mémoire de travail qui dure moins de 1 minute. Et si on porte notre attention suffisamment longtemps, c'est-à-dire si on répète ou si l'on s'entraîne, alors les informations sont encodées, donc apprises, et ceci vers les zones de stockage de la mémoire à long terme, qui, elles, durent des jours, des mois, des années, voire toute la vie. Ces informations encodées peuvent bien sûr être récupérées. Mais s'il n'y a pas d'encodage vers la mémoire à court terme, ni de consolidation vers la mémoire à long terme, alors les informations tombent dans l'oubli. Nous avons bien eu les 3 étapes de la mémorisation, à savoir l'encodage, le stockage et la récupération. Pour revenir au fonctionnement des 3 structures, dans le cas d'un TSPT, nous pouvons faire le bilan suivant ensemble. Dans le cas d'un TSPT, la mémoire émotionnelle est suractivée, gérée par l'amygdale et le CPM évidemment. Elle est disproportionnée par rapport à la mémoire contextuelle normalement activée et qui, elle, est gérée par l'hippocampe. Ce trouble est une pathologie dans laquelle la mémoire est impliquée. Lorsqu'on mémorise un événement, le souvenir qui lui est associé contient 2 parties, une composante émotionnelle et une composante contextuelle. La composante émotionnelle gérée par l'amygdale concerne les émotions ressenties au moment de l'événement. On parle de mémoire émotionnelle. La composante contextuelle est gérée par l'hippocampe, concerne le moment et le lieu de l'événement, les odeurs, les sons, etc. On parle de mémoire contextuelle. Amygdale et hippocampe communiquent entre elles. Dans le cas d'un TSPT, il y a une surmémorisation de l'information émotionnelle due à une suractivation de l'amygdale, du fait d'une baisse de l'activation du CPM qui est censé inhiber l'amygdale afin de mieux gérer les émotions. Plus l'inhibition, donc la suractivation de l'amygdale, donc la mémoire émotionnelle, est surmémorisée.
Donc il n'y a plus d'inhibition. Donc il y a une suractivation de l'amygdale. Donc il y a une mémoire émotionnelle surmémorisée. L'information contextuelle est alors liée à une information émotionnelle disproportionnée. Avec le temps, l'activité de l'amygdale devrait diminuer, ce qui n'est pas le cas pour le TSPT. D'où la peur restée intacte lors des reviviscences, c'est-à-dire lors des réapparitions après une période d'oubli. Nous comprenons que les informations sensorielles relatives à un événement quel qu'il soit doivent être encodées dans la mémoire à court terme pour être transférées dans la mémoire de travail pour pouvoir ensuite être récupérées ou rappelées sur le court terme. En revanche, si l'encodage dans la mémoire à court terme est consolidé, alors les informations sont transférées dans la mémoire à long terme. Informations qui peuvent être aussi transférées dans la mémoire de travail pour ensuite être également récupérées. Sans encodage ni consolidation, les informations tombent dans l'oubli. C'est ainsi que notre environnement et tous les événements grâce aux informations sensorielles se trouvent mémorisés dans notre cerveau suite aux encodages, au stockage et au rappel sous forme de souvenirs plus ou moins agréables ou désagréables, voire extrêmes comme dans le cas d'un TSPT, mais aussi sous le joug d'un grand bonheur. On cherche à soigner un TSPT, mais on ne cherche pas à soigner un grand bonheur. Pourtant, on pourrait aussi. Oui, c'est de moi. Un TSPT peut survenir suite à une terreur ressentie lors d'un événement violent. La vie normale n'est plus possible du fait de reviviscence brutale du traumatisme. Que faisiez-vous le 11 septembre 2001 ? Vous vous souvenez du contexte et de l'émotion ? Les personnes interrogées ont souvent un souvenir très détaillé de cette journée. Elles se rappellent le lieu où elles étaient, ce qu'elles faisaient et les émotions qu'elles ont ressenties quand elles ont appris la nouvelle des attentats. Ces souvenirs flash se forment lors d'un événement public marquant. Les victimes et les témoins directs de tels événements peuvent développer ce que l'on appelle un TSPT. Il peut aussi survenir après un viol, une agression physique ou un accident brutal. Les personnes qui en sont atteintes connaissent des épisodes de reviviscence intense de leur traumatisme. Lors de ces flashbacks émotionnels, sous forme de cauchemars ou de crises éveillées, par exemple, elles revivent et ressentent une peur qui s'apparente à celle vécue durant l'événement. Elles n'ont aucun contrôle sur leur survenue. Un indice associé au souvenir suffit à provoquer des flashs, une odeur, un son, une couleur. Progressivement, cela les amène à éviter certaines situations ou certaines personnes qui pourraient leur rappeler l'épisode traumatique. Il est normal pour une victime de revivre la peur ressentie au moment de l'événement. Mais lorsque ces reviviscences se poursuivent plusieurs mois après les faits, c'est que la personne a bien développé un TSPT. La destinée normale d'un souvenir émotionnel est de s'émousser avec le temps. Or, la particularité des souvenirs traumatiques est qu'ils ne s'atténuent pas. L'émotion de peur liée au traumatisme reste intacte. Nous avons déjà expliqué, mais répétons-le, que ce trouble est une pathologie dans laquelle la mémoire est impliquée. Lorsqu'on mémorise un événement, le souvenir qui lui est associé contient deux parties, une composante émotionnelle et une composante contextuelle. Alors j'ai déjà lu ce texte, mais je le relis, parce que c'est important.
La composante émotionnelle gérée par l'amygdale concerne les émotions ressenties au moment de l'événement. On parle de mémoire émotionnelle. Et la composante contextuelle générée par l'hippocampe concerne le moment et le lieu de l'événement, les odeurs, les sons, etc. Et là, on parle de mémoire contextuelle. Amygdale et hippocampe communiquent entre elles, et dans le cas d'un TSPT, il y a une surmémorisation de l'information émotionnelle due à une suractivation de l'amygdale, du fait d'une baisse de l'activation du CPM qui est censé inhiber l'amygdale afin de gérer au mieux les émotions. Plus d'inhibition, donc suractivation de l'amygdale, donc mémoire émotionnelle surmémorisée. L'information contextuelle est alors liée à une information émotionnelle disproportionnée. Avec le temps, l'activité de l'amygdale devrait diminuer, ce qui n'est pas le cas pour le TSPT, d'où la peur restée intacte lors des reviviscences, c'est-à-dire des réapparitions après une période d'oubli. Alors, je vous ai fait une petite vidéo sur le viol et troubles de stress post-traumatique. Elle dure un quart d'heure. Je remets ce que j'ai dit dans cette petite vidéo ici, que je replace donc dans son contexte. Viol et troubles de stress post-traumatique, TSPT. Vous êtes dans votre douche, sous votre douche. Tout va bien, vous êtes heureux, etc. Brusquement, une porte claque dans votre appartement. Vous revivez alors émotionnellement le viol que vous avez auparavant subi, même s'il y a très longtemps. Pourquoi ? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer simplement. Nous avons vu dans un autre cours que trop de cortisol généré par un stress chronique provoquait des dépôts de leucocytes dans les artères, ce qui tendait à les boucher. Si par exemple une artère coronaire est obstruée, cela peut provoquer un infarctus du myocarde, mais, mis à part les effets cardiovasculaires négatifs, le cortisol peut aussi intervenir dans le fonctionnement cérébral. Nous pouvons résumer son rôle en nous posant le problème suivant. Et en même temps, nous parlerons du viol et du TSPT. Quels sont les effets engendrés par un taux excessif de cortisol sur certaines structures cérébrales, telles l'hippocampe et l'amygdale, et qu'en est-il d'un TSPT, notamment dans le cas d'un viol, par exemple ? Un taux excessif de cortisol persistant sur une longue période agit sur le système limbique. C'est la maladie de Cushing c'est le cas de la maladie de Cushing pour laquelle il y a une hypersécrétion de cortisol. Mais ce cortisol agit également sur certains éléments du système limbique et notamment sur le système limbique, c'est amygdale et hippocampe en gros pour ce cours-là. Bon, c'est plus compliqué en fait. Trop de cortisol a pour effet de diminuer le volume de l'hippocampe et de réduire sa neurogénèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux neurones. On rappelle que l'hippocampe gère en partie la mémoire contextuelle. En revanche, l'activité des amygdales est amplifiée, ce qui est confirmé par le développement de la ramification des dendrites des neurones amygdaliens. On rappelle que l'amygdale gère en partie la mémoire émotionnelle. L'activité amplifiée de l'amygdale s'explique du fait que le cortex préfrontal médian baisse son activité et donc inhibe moins l'amygdale, dont l'activité se trouve alors suractivée. Or, comme l'amygdale gère les émotions, celle-ci se trouve surexprimée, autrement dit la mémoire émotionnelle est surdimensionnée et incontrôlable. Il faut insister sur le fait que lors d'un TSPT, le cortex préfrontal médian est sous-activé. Et comme dans une situation normale, il modère ou inhibe plus ou moins l'activité des amygdales, celle-ci n'étant plus contrôlée, se trouve suractivée. Vu que les amygdales sont le siège des émotions et de leur mémorisation, les souvenirs émotionnels ressurgissent de manière vive. Parallèlement, la mémoire contextuelle gérée par l'hippocampe est perturbée et globalement diminuée. On constate toutefois qu'il y a une hypermnésie, donc souvenir exceptionnel, pour certains détails surmémorisés de l'événement à l'origine du traumatisme. Un son,
une odeur, etc., alors que le reste du contexte semble être de moindre importance, comme si seul ce détail prenait de l'importance et suffisait à faire revivre l'événement. Autrement dit, et suite à un événement traumatisant sur le long terme, un détail réellement perçu dans l'environnement ravive ce même souvenir contextuel, ravivé par l'hippocampe. Et cela suffit à réactiver dans l'amygdale le souvenir émotionnel qui, lui, reste surdimensionné, alors qu'absolument rien ne se passe dans l'environnement. Les sens et organes sensoriels n'interviennent pas, puisqu'ils n'existent plus. Alors, les messages relatifs à ces sens, puisqu'ils n'existent plus, vu que l'événement n'existe plus. Et donc, l'activité du cortex préfrontal médian n'intervient pas non plus, puisqu'il n'y a plus rien à analyser, ou si peu. Il est donc sous-activé du fait qu'il n'y a aucun message sensoriel envoyé, vu que c'est le seul détail contextuel qui a ravivé l'amygdale et donc les souvenirs émotionnels qui ressurgissent alors avec une intensité vive, sans modération. Donc, pour prendre un exemple, c'est un peu comme si vous marchiez dans une rue et que brusquement vous vivez émotionnellement un événement traumatisant qui n'existe pas, ou plutôt qui n'existe plus. Pourquoi ? Eh bien, parce que seul un détail vous a interpellé, c'est-à-dire un souvenir d'une mémoire contextuelle générée par l'hippocampe. Détail qui, le jour de l'événement réel, avait pris une place importante dans cette tragédie, mais qui, ici, joue le rôle de déclencheur d'une mémoire émotionnelle qui se réveille sans que vous puissiez l'empêcher. Donc, c'est le souvenir d'une émotion, d'une mémoire émotionnelle générée par l'amygdale. Un autre exemple, vous êtes dans votre douche, tout va bien, brusquement une porte claque dans votre appartement. Vous revivez alors émotionnellement le viol que vous avez subi auparavant, même s'il y a très longtemps. Pourquoi ? Eh bien parce que le jour du viol, la porte des douches avait claqué avant que le monstre abuse de vous. Cette porte qui a claqué, qui est le souvenir d'une mémoire contextuelle générée par l'hippocampe, a ravivé ces souvenirs surdimensionnés indélébiles, donc ces souvenirs exacerbés d'une mémoire émotionnelle générée par l'amygdale. Peut-on soigner un TSPT ? Bien, ce sera l'objet d'un autre cours. Le cours est terminé. Merci.